Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici avec Marianne. Si vous aimez les tarots, si vous aimez tout ce qui est parcours humain, symbolique et spirituel, vous avez forcément déjà entendu parler de ce livre qui est une Bible, La Voix du Tarot, Alexandro Jodorowsky. Et si vous avez entendu parler de ce livre, qui est forcément un de vos must-have, vous avez forcément entendu déjà le nom de Marianne Costa. Bonjour Marianne. Bonjour. Très heureuse d'être là avec vous. Ben moi aussi, ravie que vous ayez mon vieux bébé qui est devenu un grand adolescent maintenant parce qu'il est sorti en 2004. Donc, mais il est toujours une référence. Si c'était un enfant, ce serait un ado aujourd'hui. Il passerait son permis de conduire. Alors ben justement, je pense que cette métaphore est belle parce que donc, votre route a été tracée grâce à la Voix du Tarot. Absolument. Vous avez énormément de cordes à votre arc puisque vous avez une grande curiosité de la vie qui a fait que vous avez touché à beaucoup de choses. C'est vrai. Le théâtre, le chant. Le théâtre, le chant, la poésie, j'écris et je traduis. Quoi d'autre? J'ai été bénévole il y a très longtemps, mais ça a été très important pendant la guerre à Sarajevo. J'étais professeure de lettres. Oui, je suis comme une sorte de roulotte qui se balade dans la réalité en racontant des histoires. Mais raconter des histoires, en fait, ça veut dire beaucoup de métiers différents. Voilà, donc tout attrait à l'humain, oui, évidemment. Ce qui fait que vous avez... Alors, qu'est-ce qui a fait que vous ayez plongé dans le tarot? Qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, comme je le raconte dans le livre que vous avez à la main, quand j'étais jeune fille, quand j'avais 17 ans, ma maman traversait une passe un peu difficile. Alors, comme elle aimait bien s'appuyer sur moi, elle m'a offert un livre pour apprendre à lire les cartes. Et c'était les cartes communes, les cartes à jouer. Je l'ai encore, ce livre d'ailleurs. Et ça m'a passionnée parce que j'ai toujours été passionnée par les langues et les langages. Quand j'étais toute petite, j'essayais de déchiffrer des hiéroglyphes toute seule. Vous voyez, c'est un peu ma marotte. Et entre 17 et 20 ans, en fait, j'ai eu une période très intense, comme j'imagine ça doit arriver à certaines personnes qui nous regardent. Quand on est jeune, on peut avoir cet élan vers les oracles. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose de disponible. Il y avait déjà beaucoup de tarots, mais il n'y avait pas... Disons, un livre comme La Voix du Tarot ou tout le travail que fait maintenant Guy Trédaniel autour de la publication de divers oracles. On a aussi tout le renouveau de la Wicca et d'une conception plus psychologique et plus enveloppante de ce qu'on appelle la sorcellerie en général, de l'intuition. Mais à l'époque, en fait, il n'y avait pas énormément de choses. Et donc, je me suis fait peur. Je commençais à lire les cartes et puis je voyais des choses qui ensuite se produisaient. Puis je faisais des rêves bizarres et puis j'étais vraiment une toute petite fille, quoi. Et un jour, j'ai décidé de plus y toucher. J'avais 20 ans, j'avais soi-disant vu dans les cartes que mon grand-père allait mourir. En fait, je pense que j'en avais juste l'intuition. Et j'ai dit, tant qu'on ne me prouvera pas que c'est un livre sacré, j'y toucherai plus. Et puis 10 ans après, une amie m'a emmené voir Alexandro Jodorowsky, qui lisait le tarot à l'époque encore dans un café du 20e arrondissement, en me disant, cet homme a une grande sagesse, une grande bonté, il m'a sauvé la vie. Et j'y suis allée. Malgré mes réticences, parce que je me disais, oh là là, c'est un café, c'est loin de tout. Puis Jodorowsky, c'est un auteur de bande dessinée, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et effectivement, j'ai été conquise par l'approche d'Alexandro, qui était vraiment absolument géniale. Je suis devenue son élève. À un moment donné, on a été même pendant 9 ans un couple, on a longtemps collaboré ensemble, etc. Et donc, ce livre a été publié en France, mais aussi en Amérique latine, en Italie, en Espagne. Donc, en fait, je me suis retrouvée à enseigner le tarot dans le monde entier. Et pendant les 14 ou 15 ans à la suite de la sortie de ce livre, j'avais souvent les mêmes questions qui revenaient, des choses que peut-être on n'avait pas assez bien expliquées dans le livre. Il y avait aussi le fait qu'il y a beaucoup de pays où le tarot de Jodo, qui est quand même un tarot qu'on peut appeler restauré ou réinventé, parce que maintenant qu'on connaît les tarots historiques, on peut dire qu'il a été un petit peu réinterprété. Il y avait plein d'endroits où ce tarot n'était pas disponible. Je me suis passionnée pour l'histoire du tarot, je me suis passionnée pour le standard du tarot de Marseille, c'est-à-dire en fait toutes les formes qui existent depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, puisqu'il y a encore des gens qui éditent des tarots de Marseille aujourd'hui. Et je me suis dit, il y a besoin d'un livre pour aller un pas plus loin que La Voix du Tarot, d'abord lire tous les tarots de Marseille, ensuite faire une étude historique un peu plus fondée, parce qu'elle est super la mythologie du tarot que raconte Jodo, mais c'est un peu de la science-fiction là encore. Et puis j'avais envie, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, La Voix du Tarot c'est super, mais quand on n'est pas déjà tarologue, ça peut être difficile à lire parce que c'est un manuel. Donc j'ai voulu écrire le tarot pas à pas comme un roman un petit peu. Alors la première partie historique, elle est connue, on peut la sauter quand on n'est pas un passionné de tarot. Mais après, j'ai vraiment voulu faire une promenade dans l'apprentissage du tarot et aussi encourager les gens à lire le tarot en entier, ce que j'appelle le tarot intégral. Majeur,
mineur, figure. Oui. On achète 78 cartes, hein, on achète un paquet qui est épais comme ça. Oui. Et puis après, on prend juste tout petit machin. Et donc, moi, c'est ma grande passion, parce que comme j'ai commencé avec les arcades mineures, qui sont les cartes à jouer, j'ai vraiment une passion pour les cartes qui sont pas anthropomorphes, comprendre ce que veulent dire les figures. Et voilà. Et je suis super contente parce que le tarot pas à pas, il est sorti en Espagne, en Italie, en Argentine, dans toute l'Amérique latine. Et en fait, c'est un livre qui a conquis son public vraiment, bon évidemment les gens de la voie du tarot, mais même au-delà, parce que c'est aussi un livre qui est peut-être plus contemporain, un petit peu plus féministe, j'ose le dire. C'est-à-dire que je redéfinis le rôle des reines. J'ai mis le monde en couverture, puisque dans le tarot de Marseille dit de type 2, on a quand même comme culmination du tarot une femme nue qui danse, et non pas une figure du Christ entre les apôtres. Donc j'aime bien cette idée que le tarot était déjà à son époque un défenseur de la sagesse aussi au féminin et pas seulement au masculin. Voilà. Alors, on ne va pas spoiler, comme on dit, puisque en janvier, vous allez présenter un autre livre dont on parlera plus tard. C'est juste de dire que c'est un livre beaucoup moins érudit que celui-là et qui va servir à tous les gens qui veulent s'approcher du tarot et avoir une attitude plus artistique avec. C'est un livre cahier, c'est un livre à vivre en fait. Point. Donc, vous en saurez plus la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler livre, mais pour parler du Tarot du Tango. Enfin, attention, parce que c'est un vrai livre. Hein. Il fait 140 pages, je crois. Oui. 147 pages. Alors, je me suis vraiment foulée parce que vous n'imaginez pas le nombre de citations de tango qu'il y a dans ce livre. Oui, j'imagine, puisque je l'ai lu. Et j'ai trouvé cela très, très intéressant. C'est vrai? Racontez-moi. Très bien. Dites-moi, vous. Alors, ce qui m'a plu au départ, donc déjà, c'est un jeu très original. Ouais. Très original. Je crois, je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un tango. Non, c'est le premier. Voilà. Alors, la première partie, vous relatez beaucoup de similitudes entre le tango et le tarot. Oui. Vous êtes vous-même une danseuse de tango? Alors, je chante le tango. Professionnellement, je le chante. Et en amateur, je le danse. Parce que j'ai pas le niveau d'une danseuse de tarot professionnelle. Ça y est, je vais commencer à faire le lapsus, je le fais tout le temps. Donc, je danse le tango depuis 2014. Ça a été une grande passion. Maintenant, je me suis un peu calmée. J'y vais plus que 2 fois par semaine. Mais avant, je sortais. Quand j'ai écrit le tarot pas à pas, je sortais danser le tango tous les soirs. Parce que j'écrivais pendant 8 heures pendant la journée. Et pour me vider la tête, à Paris, c'est facile de danser le tango. J'allais danser. Et donc, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai toujours dit que le tarot était un art de la relation. Pour moi, le tarot, c'est pas une question de lire l'avenir. Et même l'histoire de développer l'intuition, je crois pas qu'on ait d'intuition autrement qu'en relation. Une maman qui sait ce que sent son enfant, elle est en relation. Des gens qui sont incroyablement amoureux ou très liés par l'amitié ou la famille et qui d'un bout à l'autre de la planète se sentent l'un l'autre. En fait, l'intuition pour moi est essentiellement relationnelle et après ça devient la relation avec la planète Terre ou peut-être avec des règnes plus subtils. Et en fait, je crois que de toutes les danses sociales, le tango est probablement celle qui met le plus l'accent sur cet art de la relation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on entame une danse de tango avec quelqu'un, on s'approche, bras dans les bras ou même poitrine contre poitrine, selon la façon dont on danse. Et en fait, il s'agit que mon système nerveux et celui de l'autre, en l'occurrence à travers le toucher, ne fassent plus qu'un. Et ça, pour moi, c'est un lien très fort. Puis l'aspect communauté, et puis l'aspect très très vaste, parce que le tango, c'est les fringues, les chaussures, la musique, la danse, le chant, un art de vivre. Et le tarot, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est en train de devenir, et même depuis l'époque des surréalistes, il y a des peintres qui peignent le tarot, il y a des chemisettes de tarot, il y a des tatouages de tarot. Donc c'est cette idée culture d'un genre qui m'a beaucoup plu quand on m'a proposé, parce qu'en fait les dessins étaient déjà en chemin. C'est Anna Groch, dont le nom est aussi sur le livre, qui est une activiste culturelle et une productrice et qui travaille à Buenos Aires dans tous les domaines de la culture d'une façon remarquable. Et elle, comme en Argentine, je suis très célèbre. Alors, elle voulait juste me demander un prologue. J'ai fait, mais non, je vais écrire un livre. Et c'est comme ça qu'on a collaboré ensemble. Et ça a été, en fait, on a fait ça pendant la pandémie. Ça a été une des choses qui m'a consolée pendant la pandémie, de ne pas être en relation directe avec des gens qui lisaient le tarot, parce qu'évidemment, on travaillait en ligne, et de ne pas pouvoir danser. Pour moi, ça a été très guérissant. Oui, parce que le résultat est assez étonnant. Alors, vous sortez complètement du cadre classique. Oui. Vous ne gardez des coupes
Ok, les coupes de champagne. Les coupes de champagne. Voilà, on fait la fiesta. Voilà. Les épées sont transformées en poignard gaucho, on appelle el facón. Alors c'est intéressant parce que le poignard gaucho, c'est à la fois, et c'est comme l'épée. Vous savez que l'épée, dans le système issu de Jodorowsky, qui est le mien, on voit dans l'épée le symbole du verbe. Mais ce verbe, il peut blesser ou il peut nourrir. Et en fait, le poignard gaucho, c'est celui aussi avec lequel on va dépecer la viande, etc. Oui. Mais évidemment, c'est aussi l'idée du poignard dans la ceinture, ou quand on va danser le tango, s'il y a quelqu'un qui nous embête, je parle au début du siècle ou à la fin du 19e, on est prêt à sortir se bagarrer dans la rue. Donc j'aimais beaucoup cette transformation, parce que l'épée, ça fait un peu roman de KPDP d'Artagnan, mais l'idée du couteau de chasse, comme moi je suis d'origine corse, je veux dire, chez moi, tous les hommes, ils ont leur couteau de chasse qui est toujours disponible, et ça sert à couper le fromage comme ça peut servir à autre chose, quoi. Donc les coupes de champagne, le poignard gaucho, le bandoneon, pour le bâton, qui est l'énergie sexuelle et créative, le souffle et la musique, ça j'adore. C'est j'inspire, j'expire. Et puis les réverbères. Ah, ce sont mes préférés. Alors parlez-moi des réverbères, après je vous en parle. Bah c'est déjà le côté vertical, le côté lumineux, lumière, j'éclaire les autres et je m'éclaire moi-même aussi, je suis une sorte un phare. Ouais. Alors c'est très chouette parce que dans le tarot traditionnel, vous avez la lune et le soleil. Et la lune vient avant le soleil parce que la nuit vient avant le jour. Donc pour moi, c'est vachement important que la lune soit 18 et le soleil 19. Parce que si on va de la lumière à l'ombre, vous voyez, mais si c'est l'inverse, la lune devient une espèce de prémonition, je crois que c'est Paul Klee qui a dit la lune est le rêve du soleil. Et donc il y a cette idée que le soleil envoie son rêve pour nous annoncer le jour. Et c'est très beau parce que quand on sort de la milonga, du bal tango au petit matin, bah, le réverbère, c'est la dernière lumière avant l'heure d'aller manger. Alors vous savez que demain, cette interview a lieu juste avant la finale France-Argentine de la Coupe du Monde, ce qui pour moi est une grande tragédie, parce que quoi qu'il arrive, je vais pleurer. Et alors la blague en ce moment, c'est de dire... Quoi qu'il arrive, vous serez heureuse aussi, voilà, parce que vous serez gagnante aussi. Et donc en Argentine, c'est le seul autre endroit où ils ont des croissants. Ils les appellent les demi-lunes, media luna. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on sort d'aller danser, on sort de la nuit, on sort du règne de la lune, on a le dernier réverbère allumé, et hop, on va se manger une demi-lune avec un petit café après avoir bien dansé, puis après on va faire la grasse matinée. Et donc les réverbères prennent la place des deniers, aussi parce que le denier, donc c'est tout ce qui est la matière, la vie courante, quotidienne, les besoins. Et évidemment, le tarot du tango, c'est forcément un tarot urbain. Et parce que le tango, il est né entre Buenos Aires et Montevideo, et les grandes villes comme Paris ou Turin, ou aujourd'hui Berlin, ou etc., sont des grandes villes de tango. Et donc le réverbère, c'est ce point de repère qu'on a dans la ville et qui reste là pour nous guider quand on ne sait pas très bien où aller, quand on est un peu ivre d'étreinte ou ivre de champagne. C'est magnifique. Alors, après, avant de parler des arcanes majeures, il y a les figures. Alors là aussi, le côté original que j'ai beaucoup aimé, puisque les 4 personnages de base, on va dire, sont le valet, qui est souvent une femme, au féminin, et qui joue un instrument, un instrumentiste, qui est la base du tango, évidemment. Bien sûr. Nous avons le chanteur, qui est le cavalier. Oui, parce que le tango reste quand même un peu machiste, si vous voulez. Sur le cheval, on a le mec avec du coffre. Il y a eu quelques grandes chanteuses dans le tango d'orchestre, mais c'est vrai que c'est souvent des voix d'hommes, des voix de baryton ou de ténor, et qu'encore aujourd'hui, il y a quelques grands chanteurs, des gens qui sont même plus jeunes que moi, qui ont les cheveux gominés en arrière comme ça, avec des voix magnifiques. Et le tango préfère les voix masculines, en tout cas pour les orchestres. Et le couple de danseurs sont le roi et la reine. Le roi et la reine. Le roi et la reine de la piste. Le roi et la reine de la scène. Le dessinateur qui a fait toutes les mineures s'appelle Agustín Pizarro Maire. C'est vraiment un illustrateur que j'aime beaucoup. Après, on verra que les majeurs sont faits par des artistes contemporains. Et j'ai beaucoup aimé cette façon d'abord de représenter la parité, parce que je crois que dans le tarot, ça y est, je recommence. Dans le tarot traditionnel, on est dans une époque un peu patriarcale, où on a donc 3 figures masculines, valet, cavalier et roi, et une seule figure féminine. Donc moi, j'aime bien l'idée qu'on ait un tarot où il y a 2 figures féminines. Et dans la lecture, ça permet aussi plus d'interprétation, et c'est peut-être plus contemporain de pouvoir utiliser ces figures comme étant des êtres humains qui ressemblent un peu à ceux qu'on pourrait croiser dans notre route. Et puis évidemment, le fait que toutes les figures aient des métiers créatifs et nous renvoient à cette dimension de la danse, de la musique, du chant, je dirais un peu comme... Évidemment qu'on peut être créatif sans être un artiste au sens strict, mais j'aime bien cette idée qu'en chacun de nous, il peut y avoir
un mouvement vers la musique, un mouvement vers l'expression vocale, chanter ou parler, ou un mouvement vers la danse ou vers le mouvement. Jodorowsky disait « toute maladie est un manque de beauté ». Provient d'un manque de beauté. C'est une phrase que j'ai entendue avant même qu'on devienne intime et qui m'a toujours accompagnée. Et ça me plaît beaucoup d'avoir proposé un tarot où il y a d'emblée une proposition créative pour les personnes qui tirent les cartes. C'est vous qui avez été à l'origine des idées ou est-ce qu'on vous a... Non, en fait, c'est pour le choix des symboles, par exemple. C'est vraiment... Alors, on en a parlé avec Anna, mais c'était déjà un travail en progrès au moment où je suis arrivée. Et en fait, ça tombait sous le sens parce que cette ornementation avec comme ça ces arabesques et le style de dessin et les couleurs renvoie à un art populaire très fréquent dans l'Argentine, en particulier de Buenos Aires, aussi la couverture, qu'on appelle le filete porteño, qui est une forme d'ornementation qu'on retrouve aussi sur par exemple sur les devantures de magasins, les enseignes de restaurants, etc. Et ça, c'est très touchant parce que le tarot au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il est fait par les mêmes personnes qui font aussi les enseignes de magasins. C'est-à-dire que cet art de la gravure sur bois, donc ce lien entre l'enseigne de l'auberge, de l'endroit où on rentre du magasin, et l'imagerie du tarot, il est très très cohérent dans le filete porteño. Et puis il y avait le désir, donc là j'ai les arcanes majeurs dans les mains, il y avait aussi ce désir de représenter un peu l'art contemporain argentin. Et donc là, ils ont voulu faire une espèce de musée du tarot et du tango, on pourrait dire. Et ils ont demandé à 22 artistes différents de dessiner les arcanes majeures. Donc évidemment, ça fait un tarot un peu plus hétéroclite. Très hétéroclite. Et qui a une valeur culturelle, on pourrait dire, peut-être plus... Moi, pour lire, honnêtement, j'aime mieux les arcanes mineures que les majeures dans ce tarot-là. Mais je me suis amusée, ça m'a donné l'occasion, parce qu'on trouve des grandes figures du tarot, comme Carlos Gardel, comme le chef d'orchestre Osvaldo Pugliese. On retrouve des références à des grands thèmes du tango. Là, on a le diable avec la bouteille, donc le thème de l'ivresse qui est très présent dans le tango, etc. Donc ça donnait c'était aussi une manière de faire un panorama de l'univers du tango. Et après, tout l'exercice pour moi, ça a été de le recoller avec l'univers du tarot. Et je vous avoue que je me suis énormément amusée. Et je me suis dit, c'est l'occasion aussi pour les gens qui connaissent pas les gens qui connaissent le tango et pas le tarot, de découvrir le tarot, et vice versa. Donc j'aime beaucoup cette idée de faire un mariage comme ça. Ça c'est très original aussi. Ça vous chaque artiste, ça m'a déstabilisé un petit peu. Visuellement? Parce que chaque arcane en fait est différent. On passe du collage photo à la photo, un petit dessin, tous les arts sont représentés. Et donc il y a des arts et des dessins auxquels je suis plus sensible que d'autres. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal. Moi aussi j'ai préféré plutôt le côté un peu plus traditionnel, dirais-je. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce jeu, moi je privilégie les lectures où on va tirer un seul arcane majeur, j'en donne dans le livret, et 1, 2 ou 3 arcanes mineures. Du coup j'en profite pour passer ma pédagogie du tarot. Et j'ai même en projet, mais ça ce sera pour plus tard, de refaire un paquet d'arcanes mineures avec ce même dessinateur-là, mais qui soit directement relié avec des thèmes spécifiques du tango. Et là, ce sera vraiment pour les initiés. Je pense qu'on le sortira que en Argentine, mais avec des portraits des grands chefs d'orchestre, etc. Pour qu'il y ait vraiment, on va les appeler arcanos milongueros, les arcanes de la milonga. Mais c'est vrai que ce jeu, il a de ce point de vue-là l'avantage d'être aussi un jeu collector pour les gens qui veulent connaître un peu l'art contemporain argentin. Donc il a toute on pourrait dire qu'il est très multifacette. C'est ça qui fait aussi sa qualité, quoi. Et bien justement, est-ce que ça vous intéresse de tirer un arcane majeur et qu'ensuite on l'explore avec les mineurs? Explorons. Alors je vous demande, vous savez comment on mélange les cartes, vous les mélangez par le cœur. D'ailleurs, voilà, ce que je n'ai pas souligné par rapport au livre, donc c'est que, alors vous expliquez dans ce livre et couleurs chaque carte. Oui. Ensuite, vous donnez surtout, ce qui est très intéressant, des exemples de tirage également. Oui, c'est important. Et il y a même la règle du jeu de tarot. Exactement. Donc le jeu de tarot classique, qui n'a rien à voir avec le tarot de Marseille, est donné effectivement. Oui, parce que pour les gens qui aiment le tango et qui n'ont pas envie de l'utiliser comme oracle, je me suis dit ça peut faire des cartes à jouer géniales. J'étais très surprise. Mais moi j'adore les oracles qui sont des jeux et les jeux qui sont des oracles. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. On se fait une petite lecture? Oui. Alors je vous propose comme ça de mélanger les arcanes majeurs. Oui. Et on va juste en tirer un. Donc, vous avez une question ou un thème qui vous intéresse? Ou vous voulez juste avoir... On va...
Général. Portrait général. Okay. Voilà. Donc dans ces cas-là, on va considérer l'arcane majeur que vous tirez comme une sorte de réponse générale qu'on va ensuite explorer de plus près avec les mineurs. D'accord? D'accord. Alors, voilà. Mettez-le là. Hop, super, on referme. Et on va commencer par regarder cette carte. Alors, c'est le battleur, El Mago, parce que c'est mon tarot du tango espagnol. Donc déjà, comme on a dit, comme c'est l'œuvre d'artistes contemporains, il y a un j'aime pas qui monte tout de suite. Et ça, moi, j'aime beaucoup demander à mes élèves de tarot d'être sincères avec ça. Même avec le tarot de Marseille, on peut avoir le j'aime pas. Donc, quand vous avez cette première image, est-ce que vous avez plutôt un j'aime ou un j'aime pas face à cette profusion de couleurs très intense? On a le portrait de Carlos Gardel x2, on a une espèce de tête de mort, Joker un peu étrange. J'aime ou j'aime pas? La partie basse, je n'aime pas. Super. Elle me rappelle le film The Mask. D'accord. Voilà. Et la partie haute? La partie haute, oui, j'aime bien. Génial. Le côté ancien film américain. Ou... Super. Donc vous savez que le battleur, traditionnellement, il est défini par le fait qu'il a une table à partir de laquelle il agit. Ça, c'est la partie haute. Et sous la table, il y a ce qui peut un peu être caché ou poser problème. Donc, ce que je vous propose, c'est de mélanger les arcanes mineurs et de dire, dans ma situation actuelle, qu'est-ce que c'est la partie de moi ou l'aspect qui vraiment est à mon service, et ça, on va le mettre à côté de la partie haute. Et qu'est-ce que c'est l'aspect qui peut être un peu moins à mon service, et comme ça, on va avoir un tarot du positif et négatif de là où j'en suis en ce moment. Et on va pouvoir élaborer à partir de ça. Alors d'abord je m'aime. Comment est-ce que je m'aime? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a en moi qui mériterait qu'on y prête attention, que ça ne soit pas en souffrance? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, les coupes dans le tarot et dans le tarot du tango, c'est toujours cet espace du cœur. Et le 10 de coupe, c'est une carte qui parle de la fin d'un cycle, quelque chose qui est complètement accompli et qui donc a une disponibilité pour se rouvrir vers quelque chose. Souvent, quand je vois le 10 de coupe, je prends comme exemple le moment où les parents ont tellement bien fait leur job que les enfants s'en vont de la maison. Donc, il y a toujours l'idée d'une vulnérabilité du cœur dans le 10 de coupe qu'il ne faut pas laisser de côté, parce que dans cette vulnérabilité, il y a une grande ouverture. Parce qu'évidemment, quand les enfants s'en vont de la maison, par exemple, ça veut dire qu'un jour, on sera peut-être bientôt grand-père ou grand-mère. C'est-à-dire que c'est à la fois un départ pour un agrandissement. Donc ce 10 de coupe, c'est une grande maturité du cœur, c'est une fin heureuse, c'est la capacité d'accueillir à la fois peut-être quelque chose qui se ferme et quelque chose qui s'ouvre, et c'est une immense capacité à aimer. Ça, c'est le j'aime. Ça vous parle ou je délire toute seule? Oui, non, c'est bien. C'est bien? C'est bien. Donc on va voir par rapport à ce j'aime, à quel endroit il pourrait y avoir un petit piège. Et là, on a en plus vous l'avez mis à l'envers, le 8 de bandoneon. Donc on se souvient que le bandoneon, c'est le souffle. Hein. Le bandoneon, c'est un instrument très intéressant parce que si vous appuyez sur une note, quand il inspire, ça fait une certaine note, et quand il expire, ça en fait une autre, comme l'harmonica. Donc le 8 de bandoneon, le 8, c'est toujours la perfection dans le tarot. Et ça nous pose la question de savoir où est la perfection du souffle, où est la perfection de l'énergie créative. Et la réponse positive, c'est dans le non-faire. La perfection du souffle, c'est quand ça respire. La perfection créative, c'est quand c'est créé à travers moi. Donc si on le regarde en négatif, ça peut être « mais si je fais pas, je suis impuissante. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. » Et c'est dans cette tension à accepter le non-faire, à accepter que peut-être dans certaines circonstances, parce que vous avez le 10 de coupe, mais vous avez le 1, donc vous avez ce qui est prêt à recommencer. Donc dans certaines circonstances, il faut laisser faire pour que ça continue d'avancer. Si vous étiez une jeune fille qui était venue me voir après une rupture amoureuse, je vous dirais, bah oui, mais il y a quelque chose qui finit, mais il y a toutes les possibilités qui sont là. Ah oui, mais quand même, je me sens... Mais laisse faire, fais confiance. Je dirais presque au cœur comme muscle. L'intelligence du muscle cardiaque, vous voyez? Bon, vous faites comme ça veut dire que je me suis pas trop trompée. Non, non, ça me plaît bien. Et donc, maintenant, ce que j'adore faire avec mélanger les figures... Il y a la notion de lâcher prise, justement. De lâcher prise et de faire confiance. De faire confiance à l'intelligence du cœur. Ouais. Et faire confiance, c'est aussi
cette phrase magnifique hein, que tous les grands mystiques ont pu dire, mais moi je l'ai lu dans les ouvrages de Yvan Amar, qui était qui a été un grand éditeur de spiritualité, mais un grand maître spirituel. Le moment où on est capable de sentir la vie même. La vie même. Donc la prochaine étape va forcément être la bonne, sans que je fasse rien. Donc ça c'est la proposition du tarot. Et maintenant juste une carte des figures pour voir, ok, donc sur quelle dimension de moi je peux m'appuyer pour que ce tirage devienne utile. Tadam! Le roi de coupe. Et alors ce qui est très beau, c'est que le roi c'est le danseur. Et dans le tango, le danseur homme, ou en tout cas le rôle masculin ou le rôle de guide dans la danse, c'est le rôle qui chorégraphie la danse, c'est le rôle, l'homme en général il est obligé de surveiller la piste parce que lui il avance en général et la femme plutôt marche à reculons. Donc c'est un rôle très actif le roi. Ça veut dire que laisser faire ne veut pas dire ne rien faire. Ne rien faire. Ça veut dire accueillir, aimer, éventuellement demander de l'aide parce que être actif ça peut être aussi demander de l'aide. Ça veut dire continuer à créer des circonstances qui font que dans cette fin de cycle, quelle qu'elle soit, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a de la circulation affective, mais faire confiance à l'intelligence de la vie pour ne pas se laisser croire qu'il y a une tragédie derrière. Vous savez, c'est comme quand on fait des fêtes de... Moi, j'ai été un tout petit peu actrice, des fêtes de fin de spectacle ou des fêtes de fin de tournage. Il y a toujours quelque chose à la fois de triste et de gai. J'ai une amie très très chère en Argentine, justement, qui est décédée le mois dernier. Et donc, c'était très touchant. C'est aussi un indice de couple. Bon, j'ai beaucoup pleuré, évidemment. Elle était jeune et c'était quelqu'un que j'aimais profondément. Mais je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai réussi à faire envoyer des fleurs, et c'était pas gagné pour sa crémation, il y a eu un passage. Le fait de pouvoir avoir été physiquement là, sous la forme d'un énorme bouquet de fleurs, parce que je pouvais pas prendre un avion et y aller, pour la cérémonie d'adieu, je peux rien faire face au fait qu'elle a été emportée comme ça tellement rapidement, que c'était quelqu'un que j'aimais tant, qu'elle était tellement merveilleuse. Et je peux rien faire que de temps en temps j'ai très envie de pleurer et que voilà. Mais j'ai pu faire un geste. Le roi de coupe, il a cette qualité-là. Il dit, n'hésite pas à agir par amour. Et fais confiance que chaque chose se passe de la bonne manière et au bon endroit. Ça va, c'est pas trop plombant comme lecture? Non, c'est très bien. C'est pas mal, non? Et vous, est-ce que vous le faites pour vous-même? Est-ce que vous faites vos tirages? Allez, je vais faire un tirage maintenant. Juste une carte, parce que je vous ai parlé de mon... En arrivant, je vous ai dit que j'étais fatiguée d'être nomade et d'avoir trop de maisons à la fois. Et donc, je vais demander qui en moi a la force d'avoir exactement le même courage que celui dont je vous ai parlé, à savoir de faire confiance que tout va aller bien. Et moi, c'est le roi de réverbère. Le roi qui danse autour du réverbère. Et c'est la même chose. T'as pas de maison, tu dois porter des valises, tu es en plein milieu d'un déménagement. Ok. Prends l'axe du réel et danse autour. Vous voyez, on a la même réponse d'une certaine manière. On a toutes les deux tiré un roi. Être actif sans essayer de manipuler la réalité. Continuer de donner, d'agir, d'être visible, mais intérieurement avec une complète absence d'ambition. C'est pas mal comme proposition. C'est bien. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous faites des tirages pour vous-même? Oui, ça m'arrive et très souvent j'arrive pas à les interpréter parce que quand je fais un tirage, c'est que j'ai une question tellement profonde. Et donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je note mon tirage et j'appelle un ou une de mes élèves parce que je pars du principe que d'être une bonne prof, c'est d'avoir des élèves qui parfois ont la réponse que nous n'avons pas. Parce que vous enseignez? J'enseigne, j'ai enseigné beaucoup, donc j'ai pas mal d'élèves, surtout en Amérique latine, en Espagne et en Italie. En France, je suis un peu moins active, donc j'ai des gens qui ont travaillé, qui ont étudié avec moi. Et je trouve que c'est très important quand on est écrivain, professeur, quand on est une figure un peu publique, d'avoir l'humilité et la joie de s'en remettre aux gens qui ont appris avec nous. Et j'aime beaucoup ça, l'idée, quand je vous disais l'art de la relation. C'est être capable de se mettre aussi entre les mains de l'autre. Mais des fois, je tente de me faire des tirages et des fois, j'arrive quand même à trouver des réponses. Je trouve que c'est un très bon exercice de lire pour soi-même. De toute façon, c'est le meilleur exercice. C'est vrai. Écoutez, Marianne, je suis très heureuse d'avoir déjà eu ce superbe tirage. Merci.
Et puis, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous en janvier, si vous voulez bien. Super, avec grand plaisir. Pour dépioter ensemble votre livre. Avec grand plaisir. Votre nouveau bébé. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt. Mais je vous en prie, à très Au bientôt. revoir. J'espère que vous avez eu plaisir à découvrir ce tarot. Et puis, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir. Pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, je vous propose un petit bonus, puisque Marianne a souhaité faire un autre tirage avec le petit oracle du tarot qu'elle aime beaucoup. Okay. Lisez le message. Oh, à voix haute. L'as du bâton. Massue aux branches creuses, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber, je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Ça résonne ou pas? Oui, mais peut-être des choses que je ne veux pas. Que je ne veux pas entendre. L'arbre creux, la branche creuse. Allez-y alors. Vous aussi. Tellement. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à l'autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. As de denier. Et ben moi, ça me parle drôlement. Je suis en plein milieu d'une errance entre un déménagement et un autre. Et encore, je peux dire que ça me parle sacrément. Je l'adore, ce petit oracle du tarot. Voilà. Super.